voudrais qu'on commence de la même manière par une présentation rapide de chacun d'entre vous. On vous connaît bien pour certains, mais c'est important de comprendre dans quelle optique votre témoignage peut s'inscrire pour nous aider à faire avancer cette réflexion sur la solidarité d'entreprise. Je vais commencer avec Sophie Fourchy-Spicer, directrice de la Fondation Carrefour. Bonjour Sophie. Bonjour. Carrefour qui est l'un des partenaires historiques des restos. Oui, on travaille depuis de nombreuses années avec les Restaurants du Cœur et je dirige effectivement une fondation d'entreprise, la Fondation de Carrefour, qui a pour raison d'être de financer des programmes majoritairement liés à l'alimentation parce que c'est très cohérent par rapport à ce que fait Carrefour dans son activité. Et l'idée, c'est de les soutenir, nous, au niveau financier, mais également de pouvoir les mettre en relation avec les différents services de l'entreprise, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'emploi, au niveau d'aide d'urgence sur des actions de logistique ou bien de collecte par rapport à une capacité de pouvoir mobiliser des fonds des clients de Carrefour. Très bien, merci Sophie. Nous avons Thierry Marx à vos côtés, qui est chef cuisinier. Et Thierry, alors, vous faites évidemment beaucoup de choses et vous me livriez que vous avez déjà une expérience heureuse et chaleureuse avec les Restos du Cœur, pour commencer. Oui. Vous appuyez. Voilà. Oui, bah oui, moi il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, j'avais rencontré les Restos du Cœur autour d'un café. Et non, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Je veux dire, je trouve ça tellement formidable. Les bénévoles sont des gens attachants, les bénéficiaires sont des gens attachants, bien entendu. Enfin, je veux dire que tout le monde, tout ça, c'est formidable. Vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, si ce n'est de me faire photographier ou un truc comme ça, peu importe, quoi. Et je tournais un petit peu en rond. Puis finalement, les restos, on a fait un bouquin de cuisine, très marrant, un peu fou d'ailleurs, comme Paris. Et puis, en intervenant comme ça, extérieur, sur un des centres, d'abord à la Villette, je suis allé, ensuite à Pessac-Léognan, et le dernier centre, c'était à Villetaneuse. Et il y avait une dame qui donnait des cours, qui travaillait sur l'illettrisme. Je trouvais cette femme formidable. Et en même temps, il y avait un petit cours de cuisine. Je me suis dit, ça y est, j'ai une idée, il faut travailler sur la formation professionnelle. Et voilà, donc on a créé quelques années après, mais de façon très courte, cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi et service mode d'emploi, destiné au métier de l'hôtellerie-restauration. Formation très courte, très exigeante, un cadre éducationnel très strict, je dirais, dans sa formation, parce qu'il ne dure que 12 semaines. Il est entièrement gratuit. On ne pose pas de questions sur le passé des gens. Le dossier d'accessibilité est très simple, mais pas d'absence, pas de retard. Et retour à l'emploi. Et le retour à l'emploi est heureux pour nous, parce qu'aujourd'hui, les stagiaires qui ont suivi cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, 92% de ces stagiaires sont retournés à l'emploi. Alors, sur quoi on a parié? On n'a pas fait un tour de passe-passe, c'était pas de la magie, rien du tout. On s'est dit, est-ce qu'un emploi vous intéresse ou est-ce qu'un projet vous intéresse? Et tout le monde a voté pour l'idée d'un projet. Et à chaque fois, en face de nous, on n'a pas des gens qui cherchent un diplôme ou un travail. On a d'abord des personnes qui veulent porter leur projet. Et ça va beaucoup plus vite. Voilà un petit peu ce qu'on fait à cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi. Vous aurez le temps d'en parler, Thierry Marx, mais on retient que voilà, le projet c'est d'abord ce qui motive, avant même peut-être pour certains l'emploi. Nicole Notat, Madame Notat, vous êtes présidente de Vigéo, leader européen de la notation financière, et c'est important aussi d'avoir votre œil et votre expérience et votre témoignage dans ces actions solidaires d'entreprise. Oui, alors je suis donc à la tête de Vigéo, qui est une entreprise qui évalue les conditions dans lesquelles les entreprises, les grandes entreprises prioritairement, prennent en compte, au-delà de l'intérêt de leurs actionnaires, dont on sait qu'en général, heureusement, elles s'en occupent, mais de la manière également dont elles prennent en compte les intérêts légitimes, bien sûr, de toutes leurs autres parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, c'est-à-dire les clients, c'est-à-dire leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, c'est-à-dire l'environnement au sens des impacts qu'elles ont et qu'elles produisent sur l'eau, sur l'air. On a un exemple en ce moment dramatique qui nous mobilise beaucoup, vous l'imaginez, qui est Volkswagen. Et donc notre travail consiste à donner des opinions sur, si vous voulez, l'effectivité, la tangibilité et ce qu'il convient de mesurer et de penser vraiment des actions que les entreprises conduisent à ces égards. Voilà. Et bien sûr, à ce titre-là, on est observateur des pratiques d'entreprise, des tendances et de la manière dont les entreprises aujourd'hui, en effet,
peuvent, à travers des fondations par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, mais avoir des actions qui peuvent retrouver celui de l'intérêt général, toute proportion gardée bien sûr. C'est Marie Gérard qui est à vos côtés, bénévole des Restos du Cœur, qui abondera peut-être dans le même sens que vous, Nicole Notat. Nicole, sur le fait que le baromètre aujourd'hui peut-être est positif, c'est-à-dire que les entreprises, parlons des entreprises françaises ou européennes, sont dans une optique d'éthique, de solidarité justement. Elles y sont, elles s'y mettent de plus en plus, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas seulement des raisons philanthropiques. L'entreprise n'a pas comme première objectrice d'être généreuse ou philanthrope. Mais pour autant, le monde est ainsi fait aujourd'hui que les conséquences des actions des entreprises sur leur environnement, sur la société, sont aujourd'hui considérées par elles comme importantes dans la mesure où une mauvaise action, une mauvaise pratique, une controverse comme celle dont je parlais tout à l'heure, attaque énormément la réputation de l'entreprise, donc la marque, donc parfois y compris le cours de bourse. Et de ce fait-là, les entreprises, effectivement, s'attachent à réduire au maximum leurs impacts négatifs, considérant qu'on ne peut plus aujourd'hui faire à peu près tout et n'importe quoi. Marie Gérard, c'est ce que vous notez, vous. Hein. Vous êtes bénévole depuis 5 ans, 2 jours par semaine, parce que vous travaillez toujours au resto, dans cet effort, disons, d'entreprise. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut aussi, je voulais vous resituer le débat par rapport à l'appel de ce matin, parce que finalement, on est là à cause de l'appel il y a 30 ans, et ceux qui étaient là ce matin ont écouté les phrases que prononçait Coluche. Et dedans, avec l'humour qui lui était évidemment familier, il a parlé des sponsorés, des entreprises qui voulaient bien venir sponsorer. Donc effectivement, on s'occupe aujourd'hui au resto d'avoir des partenaires qui nous suivent. Alors c'est quelque chose de particulier parce que on est les entreprises qui nous aident. On a un jargon qui nous dit on est un peu resto compatible. Donc on prend des entreprises qui ont compris le sens de l'association, le sens de notre démarche aussi. Donc, on a des entreprises qui nous ont aidés tout au début. Hein. Là, ce matin, on parlait de l'appel des 30 ans. Il y en a donc qui ont entendu effectivement sur Europe, Windy, l'appel il y a 30 ans et qui ont répondu tout de suite. Hein. Alors, moi, je pense qu'au contraire, il faut les citer. Hein. On a un partenaire assurance qui est la Massif, par exemple, qui a répondu immédiatement à l'appel de Coluche. Et c'est énorme parce que ça assure aujourd'hui l'ensemble de nos activités et de nos missions sociales. On en a d'autres, hein, Carrefour, et ce n'est pas parce que la Fondation est représentée, mais il y a la Fondation et l'entreprise Carrefour est un partenaire fidèle depuis plusieurs années, comme la SNCF, Sodexo ou Danone, qui sont les plus anciens. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a une nouvelle vue aujourd'hui à l'association des partenaires. On sait, les partenaires ont fait un peu peur, peut-être autrefois, à l'association. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on travaille main dans la main. On développe, entre autres, le but de l'association aujourd'hui auprès des entreprises, c'est pas de faire des one-shots, mais de travailler main dans la main sur du long terme, du moyen terme au moins. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Notat, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi besoin de donner du sens, même en interne. Et nous, on a remarqué que les entreprises qui nous aident veulent aussi donner du sens en interne. Qu'entre autres, leurs salariés ont une fierté d'appartenance, ils savent que leur société est impliquée à nos côtés. Et alors, ça prend des formes variées, on pourra le voir tout à l'heure, mais ne serait-ce qu'aussi donner des journées de bénévolat de ces salariés. On a des salariés qui viennent bénévolement, enfin, sous le principe du bénévolat, mais avec une journée qui est offerte par l'entreprise. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont lieu aujourd'hui. Donc, on tisse, on essaie de donner du sens, et on a aujourd'hui près de 80 entreprises qui nous soutiennent. Alors, elles sont très larges, hein. Ça va de grands groupes à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus petites. Mais ça nous permet beaucoup de choses, de financer, d'avoir des dons en nature importants et du mécénat de compétences, entre autres, qui nous permet surtout de professionnaliser l'association, parce qu'on en a beaucoup besoin également. Oui, merci Marie, vous avez raison de rappeler le contexte de ce colloque, 30 ans après cette petite idée de Coluche avec ces entreprises aussi qui étaient innovantes de leur point de vue en se lançant dans l'aventure. Je pense qu'en entendant les propos à la fois de Nicole Notat, de Marie Gérard, Laurence Parisot, vous ne pouvez qu'acquiescer sur le fait qu'il y a besoin aujourd'hui de donner du sens en interne dans l'entreprise. Oui, Wendy. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame,
ne pas être gêné de citer les entreprises. Oui. Je pense que c'est tout à fait important, puisque si on est là dans une démarche de solidarité, eh bien, nous comptons tous dans cette affaire, et que ce soit les personnes morales qui s'engagent ou les personnes individuelles, il faut leur rendre hommage collectivement. Et c'est bien ça, d'ailleurs, la notion de solidarité, c'est de prendre le tout. Vous savez, moi, il y a 10 ans, fait campagne pour être élue à la présidence du MEDEF, et j'ai fait campagne avec une thématique que j'ai répétée inlassablement, et qui était « L'entreprise n'est pas une île dans la société ». L'entreprise n'est pas une île, ça veut dire que l'entreprise, pour plein de raisons, doit regarder tout ce qui est autour d'elle, doit s'y intéresser, doit y participer, et bien sûr pour le meilleur. Et la bonne nouvelle, c'est que j'avais été élue sur cette thématique en 2005, et du coup, dans les tout premiers jours qui ont suivi mon élection, il y a un jeune entrepreneur, tout jeune entrepreneur du 93, qui est venu me voir et qui m'a dit « j'ai une idée ». Et cette idée consistait à organiser un lien entre des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise et des jeunes des quartiers difficiles, diplômés, mais qui, en raison de leur adresse ou de leur nom, voire de leur couleur, n'arrivaient pas, en dépit de leur diplôme, à être reçus, ne serait-ce que pour un entretien, sans même parler d'embauche ferme et définitive, mais au moins d'être reçus. Et c'est comme ça, par cette conversation avec ce jeune chef d'entreprise qui s'appelle Yazid Chir, que nous avons créé ensemble Nos quartiers ont des talents. Nos quartiers ont des talents vont fêter leurs 10 ans dans quelques jours. C'est pas pour ajouter un anniversaire à l'anniversaire majeur des 30 ans de l'appel de Coluche aujourd'hui que je dis ça. C'est simplement pour vous dire que je crois profondément en ce lien de solidarité qu'il peut y avoir entre l'entreprise et tous les enjeux qui l'entourent. Vous avez raison, vous l'avez dit, Nicole Lotta l'a dit, Madame, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas simplement un objectif éventuellement de communication pour l'entreprise, c'est aussi un objectif pour les salariés à l'intérieur de l'entreprise. C'est une respiration qui leur est donnée quand il y a un partenariat qui se noue. C'est une respiration qui leur permet de faire un acte de générosité, peut-être à une échelle qu'ils ne pourraient pas faire seuls, individuellement, parce qu'il y a les moyens et la logistique de l'entreprise derrière. Et le mot, vous me l'avez retiré de la bouche, c'est le mot de fierté, évidemment, qui anime toujours ce type d'opération. Et il est vrai qu'il peut y avoir aussi des enjeux de réputation, de positionnement aussi pour une marque ou une entreprise en s'associant à tel ou tel projet, à tel ou tel engagement solidaire. Mais honnêtement, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de RSE. Je n'ai jamais vu dans des grandes entreprises des patrons de RSE, par exemple, qui n'étaient pas patrons de RSE, d'abord parce qu'ils étaient convaincus, sincères, débordants d'idées et d'envie de faire des choses. Donc il y a quand même, faut vraiment l'avoir à l'esprit, quelque chose de très authentique dans la quasi-totalité des démarches qui sont menées par les entreprises. Oui, c'est vrai que la Massif et Carrefour, et encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes présente, Sophie Fourchine, mais ne se mettent pas davantage que cela en avant. Vous êtes partenaire depuis 30 ans, vous êtes là aujourd'hui, mais c'est une fierté. Cela dit, vous ne jouez pas de la communication à cet effet. Alors, on me le reproche de temps en temps, hein, mais... C'est vrai, vous pouvez être fière, cela dit.
on fait effectivement pas ça pour la communication et je pense pas que ce soit l'enjeu. Et on n'est d'ailleurs pas très connu, je crois pas, et notre activité non plus. Je partage vraiment ce que vous disiez et je crois que maintenant la majorité des gens le comprennent en fait. L'entreprise, c'est d'abord des gens qui travaillent dans l'entreprise en fait, et vous êtes là et les gens qui sont dans notre entreprise, ils sont aussi au quotidien dans les magasins en train de vivre des trucs pas forcément très drôles non plus, ou d'y être confrontés de près de loin et qui ont envie aussi de donner du sens dans leur quotidien et de pouvoir se dire que ce qu'ils font peut dépasser le simple fait, par exemple chez nous, de distribuer des produits alimentaires au quotidien pour les personnes qui viennent acheter. Et c'est ce qui fait en fait que tout ça se met en place et se met bien en place. C'est-à-dire que la fondation, elle a cette possibilité, une fondation d'entreprise a la possibilité de pouvoir faire émerger des initiatives. Donc là, en l'occurrence, franchement, les Restaurants du Cœur, je ne pourrais pas en parler parce que vous avez une vraie notoriété. Mais de pouvoir faire du lien et de prendre les bonnes volontés là où elles sont pour pouvoir les mettre au service des associations. Et c'est vrai que, par exemple, si aujourd'hui on organise des collectes et qu'on est content de pouvoir le faire, par exemple, quand on demande aux collaborateurs de pouvoir participer en tant que bénévoles, ils sont super heureux de pouvoir s'inscrire et de compléter l'offre bénévole pour les collectes. De la même façon, quand on a organisé au niveau de la Fondation tout le retrait et le tri des produits au quotidien, parce qu'on trouvait que ce n'était pas normal de pouvoir gâcher, mais ça fait 25 ans qu'on le fait, de pouvoir donc s'organiser pour que des associations comme les Restaurants du Cœur viennent quotidiennement dans nos magasins le matin récupérer les produits qui n'ont pas été vendus pour éviter de les jeter et de les distribuer très rapidement. La Fondation peut fournir des véhicules frigorifiques, ce qu'elle fait. Elle les finance parce que la logistique coûte cher, on ne le dit pas assez, je crois. Mais qu'à côté de ça, il a fallu tout organiser. Ça veut dire qu'il y a chez nous, en fait, la réalité, c'est que des personnes se lèvent à 5 heures du matin, les magasins sont ouverts, rangent les rayons, font ce tri jusqu'à 8 heures pour permettre à 8h30, 9h que les camions des Restaurants du Cœur viennent chercher et collecter ces produits. Ce qui génère quand même de notre côté pour Carrefour 77 millions de repas donnés par an en France et 11 millions pour les Restaurants du Cœur. Donc c'est quand même quelque chose qui dans nos magasins existe vraiment et si on le fait c'est parce qu'on en est fiers et qu'on est content de pouvoir se dire que plutôt que de voir des produits jetés dans la poubelle, c'est évident qu'on préfère les donner en fait. Et que je crois peu de gens le savent et qu'effectivement c'est pas un enjeu de communication. Et je vais plus loin en fait. C'est vrai que des grandes entreprises sont aussi pourvoyeurs d'emplois. Carrefour est un pourvoyeur d'emplois important avec des palettes des métiers incroyables. Et que quand on a commencé à initier un partenariat un peu spécifique qui allait bien au-delà de la collecte avec les Restaurants du Cœur, mais qui était aussi sur de l'insertion professionnelle, en disant pourquoi pas essayer de penser la possibilité pour des personnes qui sont en insertion, parce que les Restaurants du Cœur travaillent aussi sur ça, sur le fait de pouvoir créer des passerelles d'emploi. Ça s'est mis en place et qu'aujourd'hui, en fait, comme on a une structure qui est en charge du recrutement de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, cette structure organise des immersions en milieu de travail pour faire découvrir des métiers à ces personnes-là et leur permet aussi de pouvoir accéder à un emploi parce qu'elles sont suivies et ça génère effectivement la possibilité d'être embauchées à long terme. Voilà, c'est parmi les actions, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que quand il y a une urgence et qu'il y a eu un entrepôt qui a brûlé dans le Nord il y a un an, tout de suite, on a la possibilité... Alors, c'est vrai que l'effet médiatique fait que c'est possible. C'est-à-dire que on entend dans la presse l'entrepôt a brûlé, on ne va pas pouvoir assurer la collecte et le don alimentaire au quotidien. Nos magasins sont là et là, on fait un appel aux dons des clients. Alors, on abonde sur ces dons, c'est un peu l'histoire de crowdfunding, mais on le fait en direct, sur lesquels on dit aux clients, aidez-nous, il faut absolument que vous veniez, il faut que vous participiez à ça. Et là, votre marque fait preuve, fait loi aussi. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a un trafic client chez nous, donc en fait, il y a la possibilité très rapidement de pouvoir dire, écoutez, vous donnez juste 2 €, ou vous donnez une conserve, et très rapidement, ça se fait, c'est pas un geste très compliqué, en fait. Et donc, de pouvoir être ce relais-là, pas très compliqué à organiser, pour nous, c'est quelque chose dont on est fier en fait et qu'on fait et qu'on continue à faire régulièrement. Et merci Sophie aussi de traduire que les Restos du Cœur, ce ne sont pas simplement des camions, c'est pas que la distribution de nourriture et loin s'en faut, c'est aussi toutes ces actions d'insertion, justement ce travail sur l'éducation, le retour à l'emploi, l'accompagnement de l'hygiène des premiers besoins à la remise sur le marché du travail. Nous n'avons pas totalement terminé le tour de table puisque Pierre Péziardi est avec nous également, entrepreneur en résidence au secrétariat général pour la modernisation
l'action publique. Quel regard, Pierre, vous portez sur ces solidarités entreprises-associations ? Alors, moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je représente l'État. Donc, c'est donc moi. Il est là. Alors, excusez-moi, j'appelle à votre bienveillance. Effectivement. Donc, effectivement, je fais une présence dans l'État qui est assez fortuite, finalement, parce que je suis entrepreneur, je suis un associé de la plateforme KissKissBankBank de crowdfunding dont on parlait tout à l'heure. Et depuis 2 ans et demi, je fais entrepreneur en résidence. Dans une organisation dont le nom sonne comme une oxymore, hein, secrétariat général, modernisation. Et c'est une vraie oxymore. Puisque du travail en interne. Qu'est-ce qu'on y fait ? Moi, je suis très content d'être là aujourd'hui parce que il y a 30 ans, quand Coluche fait son appel, moi j'ai 14 ans, et on voit quelqu'un qui a une indignation finalement et qui tape du poing sur la table face à un irritant, un problème. Et il se dit, mais... Et il ne dit pas il faudrait qu'il n'y ait plus de problème dans la fin d'un monde, il faudrait qu'il y ait une loi qui défiscalise les dons, il faudrait que... Non, il prend une palette et il va amener une palette. Et ça, on ne sait pas faire dans l'État. C'est recréer une culture de l'action. Et l'incubateur qu'on a monté donc il y a de ça 2 ans et demi et qui a été sanctuarisé dans un décret aujourd'hui, donc c'est pour dire si l'État prend ça au sérieux, c'est de dire... dans l'État, il y a plein de gens indignés. Il y a plein de fonctionnaires indignés puisque l'État est aussi et la source de nombreux problèmes, nombreuses indignations légitimes. J'en cite quelques-unes là, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de répondre à un marché public, ou d'aucuns ont essayé de récupérer leurs droits sociaux. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 40% de non-recours aux droits sociaux. On parle beaucoup de la fraude au RSA, c'est 200 millions. Le non-recours au RSA, c'est 5 milliards. Et pourquoi et donc l'État crée des problèmes et qu'il ne sait pas résoudre avec les armes habituelles, la loi, les organisations, les administrations en silo. Et donc il a besoin d'une autre manière de faire. Et cette autre manière de faire, on la trouve finalement avec les mêmes méthodes que l'on trouve ici, les mêmes intervenants, les mêmes choses, c'est-à-dire en allant chercher l'énergie là où elle est. Et moi, je viens aujourd'hui prendre la parole au nom de tous ces indignés. Donc, on a monté une dizaine de start-up aujourd'hui, au nom de Philippe, de Ella, de Marie, et de tous ces fonctionnaires ou ces hauts fonctionnaires que j'ai croisés, que je binôme, et à qui on donne une autonomie pour qu'ils sortent très vite, en moins de 6 mois, des outils numériques qui résolvent le problème. Donc, pour les 2 problèmes que j'évoquais tout à l'heure, nous avons les marchés publics simplifiés, donc, qui tournent depuis 2 ans maintenant. L'an prochain, il y aura plus de marchés publics simplifiés qu'il n'y a de marchés publics. C'est que les gens répondent avec leur numéro de SIRET. C'est-à-dire qu'une régie de quartier, une petite asso peut enfin avoir accès à la commande publique. Et un simulateur des droits dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a eu des interventions ministérielles à ce sujet, qui s'appelle mezed.gouv et qui remet enfin le citoyen qui n'a plus qu'à se décrire lui-même, et l'État qui n'apparaît plus en silo en disant un silo ou une aide, mais qui apparaît bien en bloc en disant voilà, si vous êtes ça, alors vous avez droit à ça. Et ça, c'était impossible de le faire dans l'organisation actuelle. Et donc, on a créé une zone finalement d'élasticité réglementaire où on permet à des indignés de la République de venir s'exprimer et mettre en production des outils qui résolvent des problèmes. Merci beaucoup, Pierre. Comment recréer une culture de l'action dans notre pays ? Alors, désormais, vous êtes présenté, n'hésitez pas à agir et à réagir quand vous le souhaitez, parce qu'on a parlé de belles choses, on a parlé de ce satisfecit du partenariat du mécénat en France, mais, Marie Gérard, si j'en crois les chiffres, notamment pour ce qui concerne la Fondation et l'association des Restos du Cœur, les dons d'entreprise, c'est 5%. Oui, c'est tout petit. C'est tout petit. Bernard était à ma place tout à l'heure, c'est lui qui rapporte le plus au resto, puisque les donateurs particuliers sont largement les plus importants. Je pense qu'il y avait tout au début de l'association une volonté qui n'était pas de spécialement travailler vraiment avec les entreprises. Ça faisait peut-être un petit peu... certaines choses faisaient peut-être un peu peur. Et puis, je pense qu'au moment où... c'était le débat de tout à l'heure, où l'Europe a failli faillir, on a eu peur aussi. Et on a compris aussi que l'entreprise traitée d'une certaine façon était un vrai partenaire. Quand tout à l'heure on expliquait les bienfaits de Carrefour à nos côtés, c'est vrai que la facette est très large aujourd'hui. C'est-à-dire une entreprise qui nous aide, les dons et l'aide peut être extrêmement large et variée.
On parlait de l'insertion, par exemple, c'est aussi un des facteurs importants aujourd'hui, puisque nous, quand on recherche finalement à sortir un bénéficiaire du fait d'être bénéficiaire, l'entreprise peut nous aider, entre autres, avec des stages d'immersion, avec de l'insertion. Carrefour emploie certains bénéficiaires aujourd'hui, mais d'autres de nos partenaires le font aussi. Donc aujourd'hui, ça représente encore une part faible par rapport au reste. La tendance est d'avoir décidé à faire grossir ces choses-là de façon qualitative. Et entre autres, on est très friand aussi du mécénat de compétences. On a des groupes qui nous aident aujourd'hui, qui nous mettent à disposition, par exemple, des salariés à l'intérieur des restos. On a parlé dans la table ronde d'avant d'innovation, de technologie, etc., d'Internet. On a des salariés de la société Altran qui sont à plein temps chez nous depuis 2 ans. On en a 3 qui sont là depuis 2 ans. Ça, c'est un mécénat de compétences qui est très, très important pour l'association. Il y en a d'autres, hein. On en a beaucoup. Ça professionnalise l'association. Donc aujourd'hui, on va prospecter, on va continuer à évoluer dans ce sens-là, à chercher des partenaires. Quand je parlais de compatibilité tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on voit ensemble. D'abord, on se rend compte, on construit notre partenariat, on voit toutes les choses que peuvent nous apporter l'entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose qui se construit. On n'est pas des bulldozers à aller foncer sur toutes les entreprises, mais Marie, on les accueille tous avec beaucoup de plaisir et on a plein de choses à faire ensemble. Et il y a des nouvelles choses qu'on voudrait voir d'ailleurs. Si j'ai l'occasion, je ferai un appel. Bien sûr, mais on peut peut-être décliner très, très rapidement les différentes formes de mécénat, puisque vous parliez à l'instant du mécénat de compétences en citant Altran. Il y a Danone aussi qui fait de la formation à nutrition pour les bébés. Il y a le mécénat en nature, évidemment. Oui, le mécénat en nature, alors ça peut être déjà des produits qu'on aurait nous-mêmes achetés. Donc il y a un mécénat en nature qui va nous permettre de baisser nos coûts d'achat. Alors c'est tous les dons alimentaires, entre autres. Hein, et là, je ne parle pas de la ramasse, mais des dons de produits... Voilà, ça peut être des carottes, des petits pots pour bébés, enfin des tas de choses qu'on aurait achetées. Il y a aussi les dons en nature de choses qui sont des plus pour les bénéficiaires des restos. Alors, je vais donner des exemples très concrets. Ça peut être des jouets au moment de la période de Noël, des jouets neufs, des places de concert, des places de foot. On a parlé de sport tout à l'heure, mais emmener des enfants de bénéficiaires voir un spectacle pour enfants ou au cinéma, etc. Donc les dons en nature peuvent aussi compléter et amener et enrichir nos missions sociales. Ça peut être des livres pour nos bibliothèques, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc le don en nature est évidemment aussi très 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 important et voilà, c'est des choses qu'on développe régulièrement en plus du don financier et du mécénat de compétences. Et puis il y a le mécénat financier dédié. Je me souviens de Véronique Colucci qui nous parlait notamment de Coca-Cola qui aide les enfants à partir en vacances. C'est l'une des caractéristiques, par exemple. Oui, on parlait tout à fait, parce qu'on parlait dans la table, vous évoquiez dans la table ronde d'avant les dons dédiés des particuliers qui vont suivre un projet précis. Mais c'est le cas évidemment aujourd'hui aussi beaucoup pour les entreprises. Alors beaucoup aussi de groupes américains. Un aspect concret peut-être. Oui, un aspect concret. Coca que vous venez de citer, effectivement, Wendy, Coca a décidé de nous aider, mais alors c'était une cible particulière, c'était que les jeunes. Donc on a mis l'aide financière de Coca sur le départ en vacances des adolescents. Et il y en a plein d'autres. General Mills fait la même chose. General Mills, c'est un groupe américain aussi. Ils nous aident particulièrement dans les jardins du cœur. On n'en a pas parlé, mais c'est une chose qui existe au resto. C'est nos jardins du cœur qui sont des chantiers d'insertion pour certains ou des jardins d'aide où on cultive pour les restos. Et General Mills, comme eux faisaient dans l'alimentaire, avaient dédié leurs dons à aider nos jardins. Voilà. C'est un sens aujourd'hui, c'est beaucoup de groupes américains qui le font, parce que je pense que dans l'ADN des groupes, des sociétés américaines, ils ont un peu c'est dans les gènes des groupes américains d'aider. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Marie, pardon de vous interrompre, mais je pense que Nicole Notat et Laurence Parisot peuvent réagir là-dessus. Nicole. Oui, justement, j'entends beaucoup parler là de la fondation comme étant, on va dire, une structure qui s'est organisée pour être en relation avec des ONG, avec des associations et concevoir avec elles des formes de partenariats diverses et variées. Je crois qu'il faut effectivement signaler que c'est très récent en France que les fondations ont pu trouver ce développement, alors qu'effectivement aux États-Unis, elles sont historiquement très importantes. Et d'ailleurs, elles n'ont pas exactement le même statut. Aux États-Unis, vous avez tous entendu parler de la fondation Bill Gates, de la fondation des grands patrons qui ont eu des réussites à la fois pour leur entreprise et personnelle. Et les fondations sont attachées à la personne physique
du chef d'entreprise ou de l'ancien responsable politique. Et à ce titre-là, les dons qu'il fait à cette fondation, bien sûr, a pour lui un avantage qui est de déduction fiscale, mais qui du coup apporte en retour à la société par les actions qu'il finance et énormément d'actions positives. En France, on a beaucoup moins de fondations attachées à un nom, mais on a des fondations attachées à une entreprise. C'est le cas de la Fondation Carrefour et de quasi aujourd'hui toutes les grandes multinationales ont leur fondation. Et là encore, il y a eu heureusement des amendements portés au droit français pour permettre la fondation de se créer et de pouvoir se développer. Mais c'est vrai que le fait que ces fondations aujourd'hui sont la forme normale de l'organisation de la relation, de l'organisation de la solidarité et de la nature des actions qui vont découler avec les associations et les ONG sont maintenant très actives et très importantes. Est-ce que c'est en train de changer, justement, parce que vous expliquez qu'il y a ce retard culturel dans l'entreprise qui peut-être n'arrive pas à se mettre en avant dans cet espace public français. C'est en train de changer, de votre point de vue, Nicole? C'est en train de changer, mais il faut aussi bien voir qu'il y a entre les États-Unis et la France en particulier d'autres changements très importants. Les pouvoirs publics américains interviennent beaucoup moins que les pouvoirs publics français sur ce qu'il convient d'appeler l'action sociale, l'état social, et que finalement ce sont les acteurs de la société économique et civique qui assurent une bonne partie des actions qui sont ici considérées comme de la responsabilité de l'État. Donc ça induit aussi, ça a des conséquences très importantes sur la contribution des entreprises, voire des individus, aux causes d'intérêt général. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait bridé la générosité des entreprises? Parce qu'on sait que les ressources ne sont pas éternelles et qu'il faut se tourner aujourd'hui pour les associations du côté des entreprises. Laurence Parisot. Je rejoins tout ce que vient de dire Nicole Notat. D'abord, il est vrai que la législation qui permet aux entreprises de se déployer via les fondations, elle est ancienne, mais ce sont les changements récents, notamment de 2008, qui donnent, via des avantages fiscaux, beaucoup plus de possibilités. Et du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, on considère, ce ne sont pas des chiffres absolument rigoureux, mais ce sont quand même des estimations relativement fiables, il y a au moins une entreprise sur 3 qui, en France, participe à du mécénat. Quand je dis une entreprise sur 3, ça veut dire que d'une manière certaine, toutes les grandes entreprises participent, la quasi-totalité des entreprises de taille intermédiaire et une proportion significative des petites et moyennes entreprises. Donc c'est déjà un mouvement clair, significatif. Sur l'ensemble de ces entreprises, on considère que le budget annuel que ça représente se situe entre 3 et 4 milliards d'euros. 3 et 4 milliards d'euros, c'est pas rien. Et sur ces 3 à 4 milliards d'euros, pardon parce que ma fourchette est considérable, mais encore une fois, on est plutôt dans des estimations que dans des recensements à l'euro près, sur cette somme, la majeure partie des actions sont consacrées à des questions sociales. Et puis, vous avez une partie qui peut être consacrée à du culturel et aussi une toute petite partie, mais cela existe, à du sport. Mais la majeure partie, c'est bien du social. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce social-là, ce dans quoi les entreprises ont tendance à le plus s'investir, contribuer en tout cas, c'est ce qui concerne leur environnement immédiat, donc le local. Mais je redirai quelque chose sur le local et les jeunes. Tout ce qui a trait à la jeunesse, à ses difficultés d'une manière ou d'une autre. Alors un point sur le local peut être chez nous en France, mais pour une grande entreprise, le local est souvent aussi ailleurs. Et par leurs filiales, nos très grandes entreprises du CAC 40, qui sont si critiquées si souvent dans le discours public, ce sont quand même bien souvent elles qui agissent le plus, là, dans tel village africain, là, en Asie, etc.
je veux dire, leur engagement social n'est pas limité, loin de là, à leur territoire national d'origine. Merci Laurence. On parle beaucoup des entreprises, de l'investissement d'entreprises. Évidemment, c'est le thème de cette table ronde. Mais vous avez noté que Thierry Marx, qui nous parle depuis tout à l'heure de sa cuisine mode d'emploi, de sa boulangerie mode d'emploi, est une entreprise peut-être, mais en tout cas un particulier qui a fait beaucoup d'efforts. Comment les entreprises vous ont aidé à pousser cette formation professionnelle accélérée? Parce que vous nous rappeliez que ce projet, c'est professionnaliser un jeune en 12 semaines à ces métiers de la restauration. Et ça marche. Exactement. Alors, moi, j'entends tout ce qui a été dit, c'est formidable. C'est vrai que le monde de l'entreprise, on est allé le voir, on a eu une réponse immédiate. Mais on a en même temps interrogé les citoyens. C'est vrai qu'avec la plateforme My Major Company, on a vu tout de suite que ce projet pédagogique, ce projet de formation professionnelle répondait à une vraie attente. C'est-à-dire que la première semaine, on fait 30 000 €. Donc on se dit, ça marche. Donc, le monde de l'entreprise, on l'a rencontré. J'ai eu la chance de pousser à la porte de certaines grandes entreprises, mais qu'elles soient grandes ou petites, tout le monde s'est senti concerné, que ce soit Total avec Christophe de Margerie ou la petite entreprise de quartier qui s'est dit bah, écoutez, nous on s'est posé des prises électriques et on va vous poser des prises électriques. Tout le monde a répondu présent. C'est ça qui est énergisant en France aujourd'hui, c'est quand vous avez un projet, quand vous avez bien étudié le fonctionnement, vous allez dire bon, ça je connais, je sais comment ça fonctionne, je sais que ça ne marche plus, c'est pas le modèle qui est à remettre en cause, mais il faut inventer un nouveau modèle, donc vous pouvez commencer à désobéir. Et quand on désobéit avec de bonnes intentions, finalement on arrive à faire des choses qui sont intéressantes. C'est la culture de l'action dont parlait Pierre Plaisir. On se dit bon, c'est formidable, on est tous dans cette salle, des gens formidables, je trouve ça génial, tout le monde est généreux, tout, mais comment on met ça les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Vous parlez aussi calmement à ceux que vous démarchez, toujours. Voilà, oui, toujours. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis quelques jours, là, je rencontre pas mal d'acteurs qui ont plein d'énergie, mais c'est comment, à un moment donné, comme l'a fait Coluche d'ailleurs, comment on se reconnecte tous ensemble et se dire, il n'y a plus d'idéologie, on y va, on avance, calme, avant et droit. Et finalement, ça fonctionne. Donc, alors voilà, il y a plein d'énergie en France, il faut le dire. Nous, nos écoles, elles sont simples. On a étudié le modèle. Vous en avez combien ? C'est la 5e école maintenant aujourd'hui qui s'ouvre et c'est 80 gestes de base pour la cuisine, 90 recettes du patrimoine culinaire français, 12 semaines. On met aussi le candidat, le stagiaire dans la posture de l'engagement parce qu'on montre comment on traverse la rue mais on ne la traverse pas à leur place. Et tout ça, ça avance. Et quand on a demandé aux meilleurs ouvriers de France de regarder sur un nouveau programme pédagogique, eh bien, on a su préparer un nouveau programme pédagogique. Mais ce que je ressens, moi, ici, et je parle avec mes mots d'artisan, je m'en excuse, mais c'est qu'à un moment donné, en France, il y a énormément de compétences, énormément de gens qui ont plein d'idées. C'est à quel moment on se reconnecte ensemble et qu'on avance. Et je crois que s'il y a un message à passer aujourd'hui avec ce 30e anniversaire, c'est ça, il l'a fait. Il n'a pas dit « je vais le faire ». Il l'a fait. Et c'est ça qui m'a motivé, ma génération, de se dire comment je pourrais essayer au moins de continuer l'effet Coluche. Avec ma donnée, avec la formation professionnelle, avec le travail sur l'illettrisme, et des choses comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui en France, c'est de ça qu'on a besoin. Et surtout, quand on parle de formation professionnelle et d'éducation, c'est de faire des gens libres, pas enfermés dans la pauvreté. Parce qu'on peut aussi enfermer des gens dans la pauvreté, et c'est ça qui est dangereux. Moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est de dire, pourvu, moi je viens de cette extraction sociale, donc je peux aisément en parler, c'est des gens qui me tirent vers le haut, qui me disent, mais t'es pas fait pour cette extraction sociale-là, il faut que tu progresses. Et c'est ça, moi, qui me donne l'énergie de poursuivre tous les jours cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, c'est dire, vous êtes fait pour être des hommes libres. Donc vous allez apprendre, et c'est pas comment on apprend, c'est pourquoi on apprendrait, et on apprend pour s'émanciper et s'épanouir dans cette vie. Comment on fait ? On va poser la question à monsieur le représentant de l'État avant que Laurence ne réagisse, Pierre. Absolument, l'État a un avis. Parole est à l'État. Attention. Non, ce qui est intéressant, ce que dit Thierry, c'est que il dit, voilà, c'est toujours une affaire d'énergie qu'on a mis ensemble, on s'est reconnecté. Mais il faut quand même savoir que dans l'État ou dans les grandes organisations privées, se connecter, c'est aussi parfois désobéir. C'est-à-dire se connecter quand vous êtes dans une organisation en silo, prendre attache avec quelqu'un, faire quelque chose sans l'aval de tout ce qui remonte au-dessus, c'est désobéir. Ça, et ça, c'est un petit peu le portrait qu'a fait Serge tout à l'heure d'une société telle qu'elle est aujourd'hui et je pense la transition qu'on est. Le numérique l'a montré, en fait, de manière assez flagrante quand on voit des communautés comme Wikipédia qui s'organisent et ils fabriquent une encyclopédie. Voilà, il n'y a plus besoin de chef, il n'y a plus besoin de hiérarchie. Il y a d'autres codes qui font que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a d'autres codes qui se mettent en place, bien entendu, mais d'autres codes que la hiérarchie.
Et moi, c'est ça qui me passionne, hein, dans la puissance qu'on donne à l'innovation, elle est globalement là, dans notre capacité, finalement, à désiloter les gens entre eux, à les désiloter, les désenclaver par rapport à l'extérieur en faisant des actions des uns et des autres, et à éviter que la RSE ne soit que le fait d'entreprises exogènes au cœur de l'activité et qui soient de simples effets social ou de greenwashing. Je pense et donc il faut bien avoir conscience des limites, de la profondeur culturelle de ce modèle-là. C'est-à-dire, ça fait des millénaires que la meilleure manière et l'unique manière qu'on ait trouvé de faire travailler beaucoup de gens ensemble, c'est la hiérarchie. Et donc il ne faut pas cracher sur ce modèle. Il nous a quand même amenés jusque-là. On est venus, vous êtes venus en métro, en vélo. Et donc il nous a quand même amenés jusque-là. Mais aujourd'hui, effectivement, et face à la maturité de nos sociétés, les attentes, finalement, on va parler peut-être des jeunes, et leur vision du monde est une vision beaucoup moins silotée, cloisonnée que celle qu'on a pu avoir et qui a pu construire nos systèmes. Et vous verrez, mais par contre, la désobéissance, c'est le conflit. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on a fabriqué dans l'État, cet incubateur, il crée la paix, en fait. Finalement, il apaise la tension en disant, mais au fond, l'organisation hiérarchique telle qu'elle est, etc., elle est quand même légitime pour faire ce qu'elle fait. Et donc, elle est légitime à être réactionnaire, finalement, à ne pas changer. Et tandis que l'innovateur singulier, très connecté, qui va trouver une idée de manière résolue, opiniâtre, traiter un vrai problème de société et trouver la fierté de trouver une solution, bah lui, il va forcément casser des règles qui sont le fait du reste de la structure. Donc il y a un conflit structurel et qu'on ne peut éviter que finalement en permettant, au sein même de la hiérarchie, et donc si vous êtes des représentants de grandes entreprises, et il y en a ici, et pas uniquement de l'État, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire reconnaître qu'il est impossible d'innover dans la structure, et que si vous voulez innover, connecter, résoudre des problèmes, et donc vous le ferez très probablement dans quelque chose qui a d'autres règles et qui ne sera pas loin de l'entreprise, qui peut être dans la même personnalité morale, ce n'est pas le problème. Nous, on exfiltre des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, on les prend à mi-temps pendant 6 mois et ils résolvent des problèmes. Hein. Mais on les met vraiment loin de l'endroit où il y a les règles, usages, coutumes, pratiques qui font que, juste précisément, on n'a pas fait cette innovation. Ouais. Il y a un peu de désobéissance quand même dans les fondations dont on parle, les grandes entreprises, Sophie Fourchy. Carrefour, vous êtes représentante. Non, mais je reconnais qu'il y a une liberté de manœuvre qui n'est pas du tout la même, en fait. Hein. On a la capacité de pouvoir aider dans un petit endroit, et c'est la vocation de beaucoup de fondations, mais c'est de pouvoir expérimenter en pilote, en mode pilote, des structures qui nous paraissent porter des idées un peu nouvelles, et de se dire, nous, comme on s'appelle Carrefour, mais ça peut être n'importe quelle autre entreprise d'ailleurs, mais je veux dire, on prend ceux qui nous correspondent à nous, et en disant, voilà, on va essayer, puis on va tester ça, puis si ça marche, on duplique. Et je peux en citer beaucoup des exemples qui ont vraiment bien marché, où par exemple, on travaille avec des petits producteurs, et on s'est dit, on va les accompagner pour augmenter leurs revenus. C'était en Chine, dans une région reculée qui était loin de nos hyper. Et donc, on les a mis en lien avec les équipes de la qualité pour qu'ils augmentent un peu la qualité de leurs produits pour être vendables dans un marché classique, avec les services des achats, enfin, un truc un peu classique, mais financé par la Fondation au travers d'une structure pour les organiser en coopérative, pour accompagner dans toute une démarche. Puis petit à petit, la première année, il y a eu, alors c'était des producteurs de poivre en l'occurrence dans le Sichuan. La première année, il y a eu juste l'ouverture dans un magasin qui était situé à Perpète, pour leur dire, voilà, vous pouvez vendre. Et puis la deuxième année, ça a été dans 3. Et puis après, on n'avait plus besoin de nous, parce qu'il y a eu une coopérative qui s'est organisée et qui a vendu par elle-même et qui vend en Chine un peu partout, en fait. Et ça, je reconnais que dans l'entreprise, c'est plus compliqué à gérer parce que l'entreprise, c'est un peu la R&D, quoi. Non, mais du côté social, c'est un côté très, très agréable parce qu'on a cette capacité de pouvoir faire des choses que sinon on ne fait pas parce que ce n'est pas directement rentable, parce qu'évidemment, les petits producteurs, qu'est-ce que vous allez faire un truc avec les petits producteurs? Et puis par rapport à la taille de Carrefour, c'est disproportionné. Et donc, ça rend les choses plus flexibles, effectivement. Laurence Parisot. Notre conversation me rappelle quelque chose que j'ai appris en sciences politiques, une expérience, je ne sais pas si tu t'en souviens, Dominique.
C'était une équipe de politologues franco-américains et c'est la grande professeure Annick Percheron qui racontait ça. L'expérience avait consisté, alors ça date d'il y a au moins du temps de l'appel de Coluche, l'expérience avait consisté à réunir un groupe d'enfants américains, un groupe d'enfants français. Et auprès de chacun d'eux, on leur dit, voilà, vous habitez en ville, dans une belle petite, un beau petit quartier, vous habitez dans des immeubles qui sont autour d'un square magnifique, un beau jardin, une fontaine. Et puis, un matin, vous vous réveillez et tout a été vandalisé. Tout est sali, tout est abîmé. Alors vous, jeunes enfants américains, je crois que c'était des enfants de 10 ans, et vous, enfants français, que faites-vous? Alors les enfants américains répondent, le politologue qui avait organisé l'expérience, bon ben on va chercher des seaux, des éponges, du savon, et puis on va nettoyer. Et puis les enfants français répondent, c'est pas tout à fait ça, mais les enfants français répondent, ben on appelle la police et on appelle le maire. Voilà. Donc moi, ce que j'aime dans ce qui se passe, dans la conviction qu'on a tous ici aujourd'hui qu'il faut s'y mettre, dans ce que vous venez de raconter, Pierre, sur à quel point le numérique permet de faire sauter les silos, d'aplatir les hiérarchies. Moi, je ne sais pas s'il faut désobéir, probablement. Il faut surtout faire des circuits courts. Voilà, les circuits sont trop longs, il faut des circuits courts, tout en essayant d'éviter le court-circuit, mais il faut faire des circuits courts. Et c'est vrai que de tout ça, il y a tout un élan qui peut naître, qui peut être très... Moi, j'adore aussi ce que vous racontez, Thierry, quand vous dites que vous avez eu à la fois le soutien de Christophe de Margerie, hein, qui était le grand patron de Total, de la plus grande entreprise française, et puis l'électricien de quartier, si j'ai bien compris. Et ce que nous avons eu tendance systématiquement à sous-estimer dans notre pays, c'est le potentiel de cette énergie. Et on a eu toujours tendance à le sous-estimer, quand même pour une raison très historique et très idéologique, qui est que l'État peut tout et sait tout. Et ce n'est pas être ultra-libéral que de dire que si l'État était un peu moins envahissant et nous laissait plus d'autonomie, peut-être qu'il y a des choses qu'on arriverait à résoudre beaucoup plus rapidement. Alors pour autant, je tiens à rassurer Nicole, mais enfin je pense qu'elle me connaît sur ce point. Il ne s'agit pas que l'État abandonne la protection sociale et son rôle fondamental, structurant, protecteur de ce point de vue-là. Mais il faut aussi que l'État accepte de laisser plus de place à toutes ces initiatives. Je rebondis sur vos mots, Laurence, pour interroger Marie Gérard, qui est bénévole au Resto, et vous occupez du service mécénat partenariat. Ce potentiel de solidarité, d'action du côté des entreprises, vous le sentez, vous, Marie? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'en plus, on l'a remarqué encore plus de façon récente. Je pense que de plus en plus, les entreprises ont envie d'être solidaires et envie de faire des démarches. Les trois quarts des entreprises qui nous aident aujourd'hui nous ont démarché spontanément. C'est pas que je ne fais rien, mais ils nous démarchent, donc c'est déjà pratique. On a un autre atout, c'est que moi j'ai choisi de faire mon bénévolat, par exemple, au Resto du Cœur, pour aussi la rigueur de gestion de l'association. C'est-à-dire que c'est important dans un engagement, et les entreprises, je pense, sont comme moi. C'est-à-dire quand je démarche une entreprise, je me dis pourquoi elle choisit les Restos du Cœur, sans doute pour un peu les mêmes choses que moi. C'est-à-dire la notoriété de l'association pour l'entreprise, c'est important. Donc moi, j'ai la chance de travailler dans une association qui a une notoriété importante, qui est l'association préférée des Français. La meilleure de France, oui. Voilà. Et qui a un lien de proximité. Donc aujourd'hui, une entreprise qui aide les Restos du Cœur, elle sait qu'elle-même et ses salariés vont savoir que c'est sûrement peut-être une personne qu'elles ont croisée la veille ou le matin même, finalement qu'elles ont sans doute aidé par leur investissement. Donc les entreprises, c'est la même chose.
Donc aujourd'hui, elles le sentent, je pense, beaucoup plus qu'avant, peut-être depuis la crise aussi. Elles ont besoin de donner du sens. Je parlais au début de donner du sens auprès de ces salariés, de donner aussi de l'image à l'extérieur. Mais franchement, très honnêtement, aujourd'hui, les grands groupes qui nous aident, alors Carrefour, pour ne pas le citer puisqu'il est là, mais je suis sûre des tas de gens ne savent pas que Carrefour nous aide à ce niveau-là, parce qu'ils communiquent finalement assez peu, voire très peu, sur le fait qu'ils nous assistent. Donc Total, vous parliez de Total tout à l'heure, Total fait partie aussi des groupes qui nous aident de façon diverse d'ailleurs. Il y a eu, parlé de M. de Margerie tout à l'heure, il avait réagi il y a 2-3 ans à l'appel d'Olivier Berthe un matin sur une radio, spontanément. Donc vous voyez, voilà, ça peut aller de là à beaucoup d'autres choses. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on croit beaucoup aussi dans les recherches de partenariat. On se sert finalement aussi des clients de nos entreprises partenaires. Quand Carrefour nous aide sur la collecte, c'est pendant un week-end, c'est les consommateurs qui viennent acheter, qui nous aident. Alors Carrefour abonde, hein, c'est ce qui est important aussi. Mais il y a aussi des rétrocessions de points d'épargne, par exemple, avec certaines banques. Voilà, les épargnants vont nous céder leurs points d'épargne. Il va y avoir des cartes de fidélité. Total, par exemple, qui a des cartes de fidélité essence. Il y a plus d'1 million de bénéficiaires de cartes, qui ont des cartes qui cumulent des petits points, vous savez, tous les ans, à la fin, vous pouvez transformer un joli saladier, une petite statuette ravissante. Donc, au lieu de prendre votre saladier, vous donnez vos points au Resto du Cœur. Et dans cette démarche-là, ce qui est très intéressant pour nous, au Resto, c'est le cumul, c'est le nombre. Parce que tout à l'heure, on disait oui, finalement, le donateur, on a des dons particuliers qui sont importants, Bernard vous le disait, plus de 160 ou 180 euros de moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est si le donateur fait un petit don, évidemment, ça va être le nombre qui va faire que ça va devenir intéressant pour les restos. Et aujourd'hui, entre autres, sur une frange de population assez jeune, les entreprises, on touche comme ça des gens plus jeunes ou des gens qui n'auraient pas forcément fait de dons grâce à leur entreprise. Donc c'est vraiment intéressant et voilà, il y a plein de choses à développer comme ça sur le micro-don grâce à nos partenaires. Nicole Notat, vous parliez tout à l'heure du fait que vous êtes présidente de Vigéo et vous regardez aussi, vous évaluez les conditions dans lesquelles les grandes entreprises prennent en compte maintenant les intérêts de leurs salariés en interne, et les intérêts des salariés, c'est aussi cette forme de solidarité, puisqu'on est aussi à l'heure de l'économie du partage. Vous le voyez de manière visible, beaucoup plus réelle dans l'entreprise aujourd'hui ? Le micro, Nicole. On a aujourd'hui 12 ans d'âge. Il y a effectivement un mouvement très très important et que ce qu'on ne voyait pas encore au début des années 2000, on le voit aujourd'hui de manière très, très, très spectaculaire, en tout cas dans la prise de conscience et dans le fait que les entreprises aujourd'hui ont, je pense, modifié aussi pour une part, il m'est arrivé de participer à quelques négociations de par le passé, oui, sur par exemple la formation professionnelle, quand on était sur les rangs syndicaux et qu'on était sur les rangs patronaux, toute la victoire consistait à faire monter le niveau de cotisation des employeurs pour qu'ils soient obligés de financer la formation. Et de l'autre côté, bien sûr, ça résistait. Ça, c'est une logique qui s'appelle de concevoir la formation comme un coût, une charge. Ouais, ouais. Aujourd'hui, très honnêtement, d'ailleurs, on en est arrivé jusqu'à supprimer cette obligation quasi légale, c'est conçu davantage comme un investissement. C'est-à-dire, c'est bon pour les salariés, mais c'était bon aussi pour l'entreprise, parce que l'entreprise a besoin de faire évoluer ses métiers, de faire évoluer les compétences des salariés, de faire évoluer les emplois. Et les salariés ont eux-mêmes tout intérêt à être dans une entreprise qui ne les laisse pas figer une fois pour toutes sur les compétences acquises quand ils étaient sur les bancs de l'école et qui les prépare justement à évoluer aussi dans leur carrière et en termes d'évolution professionnelle. Donc tous ces sujets aujourd'hui qui sont, je dirais, d'une autre vision de concevoir la responsabilité de l'employeur en direction de ses salariés, qui est une responsabilité qui a permis de prendre conscience que plus les salariés sont formés, plus ils sont compétents, plus ils sont aussi partie prenante, contributifs à l'objectif de l'entreprise, d'où l'importance de l'idée du sens et de la fierté, d'être dans une entreprise dont on est fier.
eh bien, in fine, c'est la performance totale à la fois des salariés et de l'entreprise qui s'y retrouve. Donc, alors, je vous décris quelque chose qui apparaît tout à fait harmonieux. Évidemment, ce n'est pas aussi harmonieux que ça dans la vie de tous les jours. C'est des dilemmes parfois. Hein. C'est des dilemmes sur les questions environnementales, c'est des dilemmes sur les questions sociales. Il peut à certains moments y avoir des difficultés économiques dans une entreprise. C'est malheureusement la vie et ça existe. Bon, ben, à ce moment-là, il y a des choses à faire. Ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'on ne prend pas en compte la manière dont on va aussi permettre aux salariés de rebondir dans une situation comme ça et pas seulement d'aller systématiquement à Pôle emploi. Donc on voit bien qu'il y a cette notion aujourd'hui d'entreprise responsable ou de responsabilité sociale de l'entreprise qui est une notion qui a effectivement fait son chemin, qui d'ailleurs vient après celle dont vous avez peut-être entendu parler jadis et dont j'imagine que Laurence Parisot d'ailleurs se situait aussi sur cette logique-là, qui était l'entreprise citoyenne, qui était l'idée qu'effectivement l'entreprise il n'y a pas un cordon sanitaire entre elle et puis les questions de la société la pénètrent, et puis on attend d'elle qu'elle contribue aussi à sa mesure, et qu'elle contribue aussi aux solutions et pas seulement aux problèmes des sociétés. Regardez-le sur le terrain de la planète, le changement climatique, ce qui se prépare en France. Qu'est-ce que c'est d'autre que d'appeler tout le monde, la finance, les agents économiques, à apporter leur contribution à un problème qui, pour le coup, concerne effectivement tout le monde. Et ça ne peut pas être que les États qui apportent la solution à la régression des gaz à effet de serre. Bien sûr, Laurence. Oui, ça me fait penser, je pense que Vigéo doit regarder ça de très près. Vous savez que l'investissement socialement responsable se développe vraiment très rapidement, c'est-à-dire que la partie gestion d'actifs des banques, ceux qui sont amenés à s'occuper d'actifs financiers importants, investissent de plus en plus, d'une manière spécialisée, dans des actions d'entreprise qui, par leur métier ou leurs engagements, correspondent, enfin, ont des critères socialement responsables extrêmement stricts. Et c'est bien sûr vrai pour tout ce qui est environnemental. De plus en plus d'entreprises et de gestionnaires d'actifs qui investissent dans des entreprises qui contribuent à la protection de la planète d'une manière ou d'une autre, mais même dans l'alimentaire, on voit des gestionnaires d'actifs prendre des positions en faveur d'entreprises qui, par telle ou telle innovation, contribuent à une meilleure distribution, par exemple, de la production alimentaire dans le monde. Donc il y a, même dans un milieu très décrié, horrible, qu'est-ce que la finance, par leur métier même, une orientation qui est très clairement vers le socialement responsable. Nicole Notat, vous voulez réagir ? Oui, c'est tellement vrai que c'est pour les investisseurs et gérants dont parle Laurence Parisot que nous travaillons. C'est-à-dire ce sont eux qui sont intéressés à connaître les analyses, les opinions que nous formulons sur ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser de la tangibilité des comportements des entreprises, qu'en fonction de ces opinions, ils décident d'investir ou de ne pas investir dans telle entreprise ou d'engager avec une entreprise un dialogue de manière à attirer son attention sur un point faible qu'on aura identifié et sur lequel l'investisseur dit « attention, je vous laisse dans mon portefeuille, mais soyez attentifs à ça, je le suis moi aussi ». Donc on voit bien que cette finance qu'on appelle la finance solidaire, la finance responsable, la finance socialement responsable, est effectivement une finance qui se développe dans un océan de finances qui a aussi été beaucoup décrié à juste titre. Voilà, ça fait aussi partie, parce que là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi qui oblige aujourd'hui ce type d'acteurs à agir ainsi. Donc on voit bien que les initiatives qui viennent, je dirais, de la société économique, financière ou politique, ou civique, pardon, eh bien, font aussi que un certain nombre de nouvelles directions sont visibles et que ça participe aussi des solutions nouvelles à concevoir. Bien, on est prospectif. Je voudrais revenir avec vous, Sophie, sur l'engouement peut-être en interne, le besoin de sens pour les salariés en entreprise. Alors, vous ne travaillez pas chez Carrefour France, mais c'est la fondation, c'est plus spécifique, mais vous avez, j'imagine, beaucoup de retours. Est-ce que les salariés de chez Carrefour sont fiers qu'il y ait ce bras armé de la fondation qui aide à
associations et notamment les restos? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est quantifié, notable? Alors c'est plus que notable. Ils sont évidemment heureux de voir ce qui se passe. Encore une fois, en fait, à la limite, la difficulté pour nous, c'est de pouvoir vraiment arriver même à communiquer en interne. On est une très grosse entreprise et d'arriver à dire à chacun qu'il a son rôle à jouer au travers des actions qu'on soutient. On a actuellement un peu de mal à communiquer, même en interne, sur la possibilité pour eux de pouvoir participer. C'est presque l'enjeu majeur chez nous, plus que de la communication externe. Mais qu'est-ce qui bloque? Je pense que chacune d'entreprise est un peu différente, mais au niveau de Carrefour, en fait, on est vraiment multilocal et pour arriver à toucher tous les salariés au niveau de chaque magasin, alors qu'on n'a pas un réseau Internet, une hôtesse de caisse ou n'est pas tout le temps sur son ordinateur, donc la communication ne se fait pas de la même façon, en fait. Et il n'est pas évident d'arriver à communiquer au sein de sa propre entreprise d'actions qui sont faites parce que les personnes, spontanément, vont plus vers l'extérieur pour trouver de la communication de ce type-là, je pense. C'est un objectif de travailler là-dessus, pour l'avenir, cette communication en interne? Pour nous, oui, parce que le jour où, rien que sur la France, en fait, les 140 000 personnes qui travaillent dans le groupe s'investissent, je pense qu'il y a une force de frappe incroyable. Et en plus, je pense qu'il y a une demande, en fait, et ça, on le ressent. Moi, je le ressens au niveau des jeunes qui arrivent, en fait, dans l'entreprise. Une des premières questions qu'elle pose au RH, c'est « Et qu'est-ce que vous faites au niveau social? Quelles sont les activités que vous menez ?» Elles viennent nous voir. Moi, je trouve ça génial. Et donc, on sent même que l'entreprise, aujourd'hui, elle ne peut plus faire l'impasse parce que de toute façon, pour arriver à attirer les jeunes, on le voit même dans les écoles, en fait, il faut un terreau, toutes les grandes écoles, voilà, c'est ça. Toutes les grandes écoles mettent en place des chaires spécifiques sur entreprise et pauvreté, responsabilité sociale d'entreprise. Enfin, c'est quelque chose qui devient une obligation pour l'entreprise de toute façon. Et donc, c'est pour ça que je disais, je sens très fortement en interne cette volonté. Et quand on témoigne de ce qui se fait, ou on fait souvent venir en fait aussi des associations pour travailler beaucoup, par exemple, avec Emmaüs Défi, qui est une association sur Paris qui travaille sur l'insertion professionnelle avec lesquelles on travaille. Mais tout le monde est super heureux de pouvoir se dire, tiens, en fait, il y a tout ça, et comment on peut aider et y contribuer. Et en fait, la grande difficulté, encore une fois, c'est de pouvoir être multilocal un peu partout. C'est ce qui fait, en fait, que dans les magasins, et juste pour témoigner de cet engouement, en fait, Carrefour France, dans ses magasins, a organisé pendant 2 mois quelque chose qui s'appelle les boucles du cœur, en fait. Donc, chaque magasin identifie en proximité une association qui lui paraît répondre à un enjeu au travers de l'enfance. C'est quelque chose qui mobilise beaucoup et donc c'est assez fédérateur. L'enfance en difficulté. Donc, chaque magasin choisit une association et pendant 2 mois, en fait, mettent en place des actions. Ça peut être des kermesses, des ventes de gâteaux, des ventes de plein de choses, des courses, des concerts, Et en 2 mois, en fait, on s'est aperçu, en fait, cette année, on a collecté 2 millions d'euros, en fait. 2 millions d'euros qui ont été donnés parce que les collaborateurs se sont mobilisés pour faire quelque chose, pour ouvrir le parking le dimanche et faire une brocante, et puis que la brocante serve pour ça. C'est un lien de proximité. Et ça, tout le monde en est fier, en fait. Et on le ressent très fort dans l'entreprise, et je pense que... je le vois chez nous, mais je le vois dans les autres, en fait. Et la grande difficulté, c'est d'arriver... Et on est des toutes petites structures, en revanche. Et on n'est pas humainement encore bien organisé. C'est peut-être là où peut-être il y aura un effort à faire. C'est que, très concrètement, cette fondation dont je parle et qui a des moyens financiers pour aider, on est 3. Donc, pour arriver à bouger les 140 000 collaborateurs de l'entreprise, c'est pas forcément évident. Alors même on a beau avoir de l'énergie, c'est pas toujours évident. Alors on mobilise des gens qui sont relais, qui sont ambassadeurs. Donc il y a plein de gens qui ont envie de faire. Donc quand je dis 3, c'est super réducteur parce qu'il y a plein de gens qui nous aident. Hein. Mais sincèrement, voilà, je pense que ça mériterait peut-être que cette histoire de mécénat, pour ça, est importante en fait, parce que je crois aussi au mécénat des collaborateurs qui pourront aussi agir pour faire ça en interne en fait, pour avoir du temps pour le mettre en place chez nous. En fait. Oui, on a par exemple des cadres de certaines de nos sociétés partenaires, même avec le DG, qui vont venir passer quelques jours, repeindre un centre,
construire une bibliothèque, etc. Ils ont besoin aussi, eux, en interne, même s'ils ont apporté une aide ou en nature ou financière déjà importante, de s'investir eux-mêmes physiquement, de venir en équipe aussi. Voilà, il y avait KFC ce matin, qui est un de nos partenaires qui était là. PDG de KFC, jeudi, est au centre de Clichy, le PDG, avec 5 autres de ses équipes pour venir aider physiquement et concrètement. Je pense qu'il y a aussi ce besoin, c'est ce que je disais au début, de sens en interne. Et c'est à tous les échelons, c'est-à-dire que ça peut être du bénévole, tout en bas comme tout en haut, mais il y a besoin aussi physiquement et de se dire c'est comment j'y vais. Alors évidemment, un centre resto, c'est pas une attraction touristique. Quand ils y vont, c'est pour faire quelque chose de sérieux, de concret, etc. Mais ça donne aussi du sens, de se rendre compte exactement de ce qu'on peut faire, et ils viennent, une journée, nous aider. Mais chez Carrefour, il y a la fondation, mais il y a aussi Carrefour Entreprise, heureusement, qui nous aide aussi beaucoup. Et, Mais c'est ce que je dis, en fait. Il y a après beaucoup de personnes qui nous accompagnent aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Mais je rebondis sur ce que vous dites, et c'est vrai que nous, on le voit par exemple, sur la logistique, comme on contribue beaucoup sur l'aspect logistique aussi dans l'aide alimentaire d'une façon générale. Les équipes logistiques sont beaucoup investies dans le mécénat et organisent des team building dans les associations avec lesquelles elles travaillent, en fait. Et elles adorent parce que ça les sort du cadre du travail classique, que c'est un moment de partage, qu'elles se font toute une journée où elles accompagnent sur du mécénat de compétences des équipes sur la logistique, qui est quand même le nerf de la guerre sur tout ce qui est le don et le don alimentaire. Et puis, en fin de soirée, c'est un repas tous ensemble, et l'équipe en ressort complètement boostée, en fait. Donc, voilà, c'est un des exemples, mais... Pardon, j'ai fait ce petit bruit qui signifie qu'il faut conclure. Ça, c'est un petit truc de journaliste radio, pardonnez-moi. Parce qu'il nous reste 8 minutes. Chers amis, je voudrais juste qu'on se projette un peu dans l'avenir. C'était vraiment très intéressant. Si je vous demande, Thierry Marx notamment, sur quoi il faut travailler dans les années qui viennent pour susciter ce regain de solidarité, vous me répondez en école créée notamment, parce que cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, votre bébé, ça SM en France. Aujourd'hui, ça SM, c'est 5 centres en milieu ouvert et en milieu fermé. Et je voulais revenir sur, on a parlé beaucoup d'environnement, et les chefs d'entreprise que j'avais rencontrés à une époque, je leur ai dit, mais pourquoi vous nous donnez un coup de main? Et ils m'avaient dit, parce que c'est environnemental. Et nous, on travaille dans des quartiers où la formation professionnelle n'avait pas beaucoup d'écho. L'instruction, bien souvent, les jeunes gens qu'on récupère quand ils ont 18 ou 20 ans avaient décroché de l'école depuis l'âge de 12 ans. Donc il y a un vrai travail de fond. Donc il n'est pas urgent, il faut y être maintenant, parce que ça va faire le demain, quoi. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment travailler. Pour moi, ce qui donne du sens, c'est travailler sur l'instruction et la transmission du savoir-faire. Ça, c'est extrêmement important, parce que si on n'a plus cette relation au travail, ça va être très compliqué dans les quartiers. Et soutenir cette formation professionnelle dont vous parlez, Nicole Nota, qui ne doit être plus perçue comme un coût, mais comme un véritable investissement humain. Et la réformer. Ce que nous avons fait, c'est de faire bouger des rigidités. Parce que, pardonnez-moi, sur la formation professionnelle en France, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Que pense l'État de la formation professionnelle? L'État, il pense comme vous. Il pense qu'il y a des problèmes. Donc, quand il y a un problème, il y a un modèle économique pour une start-up d'État. Vous avez compris, un modèle économique. Il n'y a pas de capital dans une start-up d'État. On a utilisé ce mot simplement pour dire équipe très engagement, équipe engagée, équipe très autonome, pauvreté de moyens et possibilité de mourir. C'est-à-dire, si ça échoue, on arrête. Et donc, il y a effectivement de gros problèmes sur la formation. Chaque année, donc l'irritant, il est que les guichets de Pôle emploi sont encombrés de gens qui viennent chercher une formation et la financer, et face à des conseillers qui ne savent pas répondre, qui ne peuvent pas répondre, qui n'ont pas les outils pour répondre. Et là, on a inventé un outil donc je vous annonce, vous êtes les premiers en avoir l'exclusivité, qui va s'appeler La Bonne Formation, et qui va s'intéresser, qui fait et donc qui est un outil qui répond à ce problème-là. Ça veut dire donc il y a 3 faits nouveaux dans cet outil. C'est qu'enfin vous avez un moteur de recherche avec toutes les formations autour de vous, etc. Vous imaginez, on est dans un pays où on ne peut pas, merci Madame Parizeau. En une minute. Mais c'est pas fini. Deuxième, j'ai un pathobonix. Le deuxième, c'est qu'on les trie aussi, on les trie pas par ordre alphabétique. On a des données, vous savez, l'État, il a cette puissance il collecte beaucoup de données. On a, par exemple, le suivi longitudinal de tous les salariés. Donc on sait exactement qui est allé où. Alors, ce sont des secrets, heureusement. Mais statistiquement, quand un algorithme regarde ça, il peut dire, du coup,
Et ben, 17% des gens qui ont suivi cette formation ont trouvé un emploi dans les 6 mois. Donc, elle vous classe les formations par retour à l'emploi, ce qui est assez fascinant. C'est nouveau, et encore une fois, vous imaginez donc comment on a travaillé avec les rigidités du système en 6 mois pour faire ça. On a travaillé à l'extérieur. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, on a un moteur de financement, puisque comme d'habitude, le financement, on n'est pas dans un pays très libéral, le financement passe beaucoup par l'État. L'État fabrique de la complexité, donc la complexité ensuite, ça laisse les gens un peu pantois, et donc on pense qu'il y a plein de droits parce qu'il y a plein de dispositifs, mais non, en fait, c'est l'inverse qui se produit, c'est que les dispositifs étant de plus en plus complexes à comprendre, on ne sait pas si on est éligible et on n'y va pas, on se censure. Donc là encore, on a intégré au moteur un outil, alors c'est bête, hein, mais c'est des algorithmes qui codent le droit. Et le droit étant devenu compliqué, si vous voulez, il vaut mieux l'avoir en code que le lire, parce que c'est un peu... Voilà l'état. Et ben ça s'appelle la bonne formation. La bonne formation. Merci beaucoup, Pierre Péziardi. Il nous reste 4 minutes, 2 minutes pour conclure pour vous, Laurence, et 2 minutes pour vous, Nicole Notat. Que dire ? Vous savez que le mot solidarité est un mot qui trouve son origine dans le droit. En droit, vous avez beaucoup d'actions, de procédures où on dit est solidaire. Et pendant, je crois, toute une partie du 19e siècle, les juristes bataillaient pour savoir si, dans ces articles de droit dans lesquels il fallait utiliser le terme de solidarité, il fallait être sur le terme de solidarité ou sur le thème de solidité. Je trouve ça très intéressant parce que ça veut bien dire que la solidarité permet la solidité. Alors évidemment, la solidité individuelle, quand ouf, on a une douche, bravo, mais la solidité de la société tout entière. Évidemment, si on organise ou si une bonne solidarité se crée, on a une société plus solide. Et bon, ce que je crois profondément, c'est qu'on a beaucoup de progrès à faire dans notre pays, de ce point de vue-là. J'estime qu'on n'est pas toujours très bon. Et que là, et je le dis d'autant plus que moi, à l'époque, je n'ai pas compris, mais là, l'appel de Coluche était absolument génialissime. Je ne sais pas comment dire à quel point je mesure aujourd'hui que sa petite idée était une idée immense. Et je crois qu'il faut vraiment sans arrêt s'inspirer de cette idée-là, dans ce qu'elle a de générosité absolue, dans ce qu'elle a de suppression de toutes les barrières possibles, et il y en a beaucoup trop dans notre pays, et dans ce qu'elle a aussi de... je mets bien l'État à sa place, et on a besoin de l'État, mais il doit être à sa place et pas partout. Et c'est comme ça que la solidarité devient, à mon avis, solide. Merci Laurence. Injonction aussi aux entreprises, Nicole Notat, pour terminer. Et à l'État. Oui, c'est peut-être ma déformation désormais professionnelle. On a beaucoup ici démontré, et c'est tout à fait heureux, c'est une réalité, il faut le faire savoir, c'est la valoriser, la capacité des entreprises à s'engager dans des actions et dans des causes qui, bien évidemment, ont tout à fait besoin des entreprises. Au demeurant, je voudrais dire que sur la capacité aujourd'hui des entreprises de manière complètement intégrée à prendre en compte les conséquences de leurs actions, de leurs pratiques sur leurs différentes parties prenantes, que ce soit environnementales, que ce soit tout ça est également en mouvement, tout ça avance, mais il ne faut pas non plus être tout à fait naïf. Il y a sur ce chemin beaucoup d'embûches, parce qu'il y a là aussi des intérêts qui peuvent légitimement apparaître contradictoires, et je dirais que là aussi, toujours et encore remettre sur le métier le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci Nicole Notat, merci pour l'intelligence de vos témoignages. Et pour cette petite idée qui a fait des émules, merci à Laurence Parisot, merci à Pierre Péziardi,
Un petit mot, Sophie Fourchy, pour Carrefour quand même, pour vous aider à vous soutenir, vous qui n'êtes que 3 aujourd'hui à gérer cette fondation. Quand je disais ça, je disais pas par rapport... Non, mais en interne, mais on en aura, mais c'est toute la difficulté, c'est parce que je crois que tout le monde a envie justement de participer, de faire de la solidarité, et que aujourd'hui l'enjeu, c'est que cette fondation que tout le monde porte, je crois, enfin chez nous, puisse s'approprier de tout le monde en fait, et que chacun se l'approprie, et donc que ce mécénat soit pas que de 3, mais de tous en fait. C'était plus ça que je voulais dire. Merci Sophie Fourchy. Merci à Thierry Marx avec ses cuisines mode d'emploi, ses boulangeries mode d'emploi notamment. Et puis, j'étais ravie aujourd'hui de participer à ce colloque dans la pensée de Coluche qui nous anime toujours sur Europe 1. Vous savez qu'on a un studio qui aujourd'hui porte son nom, qui est un héritage magnifique dans cette radio que j'affectionne, et je suis aussi émue de voir dans ce public Maryse et Philippe Gildas qui ont tant fait pour porter la parole de ce grand homme. Et on entendait, Maryse, ton témoignage ce matin, ma poule, tu disais, hein, il t'appelait comme ça, Coluche. Et on va vous retrouver tous les deux, chers amis, avec mon ami et confrère Marc-Olivier Fogiel qui va maintenant animer cette table ronde sur la culture, sur les médias, sur le soutien d'hier et d'aujourd'hui à toutes les formes de solidarité. Et merci infiniment de votre présence. Merci à vous tous.